Chers abonnés, bienvenue à notre séance de formation. Voilà. Nous avons eu à parler tout récemment de risques primaires. Nous avons développé ces différents risques. Nous avons parlé des risques de crédit, des risques de liquidité, des risques opérationnels. Aujourd'hui, nous allons parler des risques secondaires. Alors, pour aujourd'hui, nous allons parler des risques juridiques et des risques de conformité. Alors, les risques secondaires sont des risques qui n'impactent pas de manière brutale, sinon à l'instant T, l'institution de microfinance, mais qui peuvent aggraver les risques primaires. Voyez. Donc nous allons l'expliquer dans le développement, comme ça, vous serez en mesure de bien comprendre les risques secondaires. Alors, pour commencer, le risque juridique. Le risque juridique concerne la validité des contrats. Okay? C'est la capacité à défendre l'institution en justice. Voilà. Alors, pour développer ici, on va se poser la question. Il y a une question qu'il faut se poser en tant que professionnel. Est-ce que si nous allons devant le juge, notre droit, c'est-à-dire le droit de l'établissement là où je travaille, est-ce que le droit, notre droit est garanti et prouvable? Voilà la question qu'il faut se poser. Alors, pour répondre à cette question, nous allons maintenant développer. Comme je disais toujours, le risque n'est jamais isolé. Les risques commencent toujours par des facteurs. Il en est de même avec le risque juridique. Il y a toujours des facteurs qui existent. Vous voyez, ces facteurs-là qui occasionnent ce risque. Alors, le risque juridique commence par, premièrement, le premier point des facteurs, on a les risques, contrat, oui, contrat, mal, oui, mal rédigé et ou non signé, voilà, non signé, voilà, facteur de risque, premier facteur, contrat mal rédigé ou non signé. Alors, il faut comprendre le contrat fait naître la dette, vous voyez. Bien beau, on commence, vous voyez, avant d'accorder un crédit, il y a tout, il y a des études qu'il faut faire, il y a des étapes, le client émet sa demande au niveau de l'établissement de microfinance, la microfinance analyse la demande, la microfinance entretient le client, échange avec les clients, voilà, cherche à connaître le client, voilà, cherche à connaître son activité, ses revenus, ainsi de suite. Il y a tout, il y a toute, toute une étude avant de valider un dossier. Une fois que le dossier est validé, avant de décaisser, c'est-à-dire avant de mettre les fonds à la disposition du client, on procède d'abord au contrat. On doit d'abord rédiger un contrat. Dans ce contrat-là, premièrement, ça sert de preuve. Deuxièmement, ça sert comme en ligne de conduite. Par exemple, dans le contrat, on explique les obligations du client, ce que le client doit faire. On explique également les obligations de l'établissement de microfinance vis-à-vis du client. C'est-à-dire, on explique les obligations du client vis-à-vis de l'établissement et également les obligations de l'établissement vis-à-vis du client. Vous voyez, on explique. Alors là, dans ce contrat, il y a aussi toutes les démarches qu'il faut, que le client doit respecter. Il y a les échéances, il y a ce qu'on appelle tableau d'amortissement du prêt. Voilà. Il y a le taux d'intérêt, il y a le nom. Donc, c'est tout un document à caractère juridique, oui, parce que ça produit l'effet juridique, voilà, qui va servir de preuve, voilà. Donc, le contrat
quand c'est mal rédigé ici, on peut faire allusion, par exemple, le nom mal écrit. Par exemple, sur un contrat, on a mal écrit le nom du client. Cela peut aussi causer un problème parce que le client peut se servir de ça pour nier son engagement. Il dit que non, moi je m'appelle, donc c'est pas le nom qui figure sur le contrat, ce n'est pas moi. Le client peut nier juste parce que le nom qui porte sur le contrat et sur le nom qui se trouve sur sa pièce d'identité est différent. Donc le fait de mal rédiger ici, premièrement, c'est le nom. Deuxièmement, ça peut être aussi une erreur de frappe. Par exemple, le taux d'intérêt est de 4%, mais en saisissant, l'agent a mis 6%. Vous voyez, là, on passe de 4 à 6%. Vous voyez la différence. Et là aussi, c'est un élément qui peut aussi occasionner le risque juridique devant un tribunal. Voilà, le contrat non signé. Oui, exactement. Vous voyez, avant, euh, avant d'accorder un crédit, le client doit signer d'abord le contrat, doit approuver. Comme je viens de vous expliquer, sur le contrat, hein, il y a les clauses. Le contrat est composé de clauses. Les clauses ici, sous forme des articles. Ça montre l'article dont le client, ça explique comment le client doit se comporter, les obligations du client. Le client, par exemple, le cas des microfinances qui accompagnent très souvent les petits commerçants, les commerçants qui exercent dans le secteur informel. Vous voyez, les crédits qu'on les accorde, ce sont des crédits qui leur permettent de renforcer leur activité. Ce ne sont pas des crédits de consommation. Vous voyez, c'est différent. Ce sont des crédits directement liés à leurs activités. Et dans ces genres de contrats-là, on va voir ça. On va expliquer ici que le client, par exemple, n'a pas le droit de prendre ce crédit-là, aller injecter ça ailleurs. Non, le client doit prendre ce crédit, renforcer son activité. On parle souvent de détournement de chapitre dans les contrats. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, dans les contrats, on explique tout ça. Et également, on présente aussi des garanties. Ce que le client a donné comme garantie. Voilà, en contrepartie du crédit qu'on a accordé. Donc, tout ça est mentionné sur le contrat. Alors, avant de passer l'établissement, le client doit lire. Une fois que le client a pris connaissance, le client peut maintenant apposer sa signature. Vous voyez, quand le client appose sa signature et l'établissement de microfinance reste avec une copie, le contrat, et l'autre copie remet au client. Ça sert de preuve. En cas d'un souci devant une juridiction, la société peut présenter le contrat, dit que il y a monsieur tel qui est notre client qui n'arrive pas à rembourser, il avait bénéficié d'un crédit à telle date, il est en incapacité de rembourser, voilà, voilà, ils font devant la juridiction. Et on voit, il y a la signature, il y a la mention, lui est approuvé, la date, la signature du client, vous voyez. Donc, lorsque maintenant vous avez un contrat qui n'a pas été signé, il y a une fragilité juridique. Vous voyez, vous ne pouvez pas défendre ce genre de contrat devant une juridiction. S'il est arrivé, vous êtes face à un juge, vous voyez, vous ne pouvez pas défendre ça. Donc, il faut toujours euh, bien rédiger le contrat, toujours faire signer le client le contrat. Le client, avant de signer, il doit d'abord prendre connaissance. Au cas où le client ne sait ni lire ni écrire, c'est à l'agent de l'expliquer. Il est même préférable qu'il soit accompagné. Même si dans la pratique, c'est très difficile que parfois les clients eux-mêmes ont du mal voilà, à accepter que quelqu'un les accompagne pendant le décaissement pour des raisons diverses. Voilà. Mais dans la pratique, dans la logique des choses, un client qui ne sait ni lire ni écrire doit être assisté avant de signer un contrat par une ou deux personnes. Ouais, doit être là pour voir le contenu du contrat. Parce que il peut arriver que le client n'arrive pas à rembourser, vous vous présentez devant le juge, le client peut contester, il dit, ah, moi je sais ni lire ni écrire, donc je n'ai pas compris, c'est eux qui m'ont expliqué comment je dois faire, comment je dois rembourser. Le client va chercher à se désengager de son engagement. Vous voyez, ça c'est des cas qui existent très souvent. Raison pour laquelle
il faut toujours bien expliquer au client mot à mot, adapter la langue. Si le client s'exprime bien en Kituba, à ce moment-là, vous parlez en Kituba. Si le client s'exprime bien en Lingala, c'est mieux d'aller aussi à ce rythme-là pour permettre qu'il y ait une bonne compréhension. Et poser aussi des questions au client. Est-ce que vous avez compris? Ouais, il faut toujours poser des questions au client, expliquer au client parce que c'est un droit. Le client, avant de signer, il doit comprendre les clauses du contrat, il doit comprendre le contrat. Vous voyez, il doit être d'accord avant de signer. Voilà, ça c'était le premier facteur. Alors nous allons voir aussi le deuxième facteur. Voilà. Et donc voilà. La caution mal constituée. Oui, oui. La caution, alors je vais vous expliquer. Alors, la caution, c'est une sécurité supplémentaire. Je vais vous expliquer par un exemple. Nous avons l'établissement microfinance FM. Voilà. Donc, on va faire FK. FK. Vous voyez, microfinance FK. D'accord? C'est cet établissement microfinance FK. Monsieur B est client. Monsieur A. Monsieur A est commerçant. Il est client, il a son compte à FMK. FK, c'est une microfinance. Alors, Monsieur K sollicite un crédit auprès de l'établissement FK, par exemple un crédit de 300 000. Alors, après analyse, on a analysé l'établissement de microfinance analyse la solvabilité du client A, la rentabilité, son domicile, tout ce qu'il y a comme rentabilité de son activité, autre solvabilité, cash flow, capacité, tout, cash flow et autres. Maintenant, la société de microfinance peut se demander, peut solliciter une sécurité supplémentaire. Maintenant, une sécurité supplémentaire, ça peut être, par exemple, l'établissement de microfinance peut demander à monsieur A de lui présenter ce qu'on appelle par caution. Vous voyez? Alors, caution, c'est quoi? C'est comme une personne qui va garantir au cas où monsieur A n'arrive pas à rembourser, l'établissement peut se retourner auprès de monsieur B. Voilà, monsieur B, on va prendre, c'est le frère de A. Ils sont frères. Vous voyez, le fait que l'établissement de microfinance, si au cas où il n'arrivait pas à recouvrir ces 300 000 là, monsieur B se porte garant. Donc la microfinance FK a le droit de poursuivre B pour qu'il soit remboursé du crédit. Vous voyez, c'est ça, ce qu'on appelle la caution. Alors, dans la pratique, les professionnels du secteur de la microfinance ou même du secteur bancaire confondent souvent la valiseur et la caution. Oui, ils ont presque le même rôle, vous voyez, quand on explique, mais ils n'ont pas la même zone d'intervention. Par exemple, la valiseur intervient sur les effets de commerce. La valiseur n'intervient pas en matière de crédit. Quand on parle de crédit, on ne parle pas de la valiseur. Et quand on parle de caution, c'est là où on parle de crédit. Donc, la caution, oui, intervient en matière de crédit, en matière de contrat bail également et autres. Mais en matière de crédit, on va parler de caution. La caution peut être simple et la caution peut être solidaire. Et en ce qui concerne la caution, c'est régi par l'acte uniforme ou ADA portant sur les sûretés. Vous voyez, si vous lisez pour rentrer en profondeur sur l'acte uniforme OADA portant sur les sûretés, vous lisez, vous allez voir tout y est. Vous lisez les articles, vous allez voir les cautions. Voilà, la caution,
On va parler de la caution simple, caution solidaire. Vous voyez, les microfinances, les banques utilisent beaucoup plus la caution solidaire. Parce que solidaire, ça donne directement le droit à la microfinance. Dès lors que A ne paye pas, la microfinance a le droit direct de taquer M. B, de poursuivre M. B pour qu'il soit remboursé. Vous voyez? Mais lorsque c'est la caution simple, la microfinance doit d'abord passer par A. Ou bien même s'il décidait de passer par B, B pourra lui dire non. Il faut d'abord aller voir A lui-même, aller d'abord voir A, monsieur A, essayer d'abord avec lui-même parce que moi là, je n'ai rien. Vous voyez, ce droit-là, c'est ce qu'on appelle bénéfice de discussion. Vous voyez, donc le B peut demander à ce qu'on aille d'abord voir A. Mais alors que si c'est une caution solidaire, lui, il n'a pas le droit. On peut même le poursuivre en justice. Vous voyez, on peut le poursuivre en justice parce que il a signé, il est caution solidaire. Vous voyez, or caution simple, ça ne s'écuse pas trop. Hein, l'établissement des microfinances. Donc voilà ce qu'on appelle la caution. Donc vous qui êtes abonné dans cette chaîne Académie Microfinance, surtout, ne faites plus la confusion comme font les autres professionnels, confondent la valeur. Je ferai une autre formation sur ça et vous allez comprendre sur les effets de commerce, hein, parce que ça fait partie d'un droit qu'on appelle le droit cambiaire. Donc je vais faire une formation sur ça. Mais en ce qui concerne le crédit, surtout, je veux que vous reteniez que la caution, parle de la caution en matière de crédit, pas avaliseur. Okay? Donc c'est ça. Donc voilà, caution, vous voyez. Donc là, la société peut se sécuriser. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Au cas où lui n'arrive pas, la société peut venir voir monsieur B. Vous voyez. Maintenant, dans la démarche, vous voyez, lorsqu'on valide un dossier, par exemple, on voit la société va solliciter, par exemple, monsieur B. Mais il arrive que parfois, monsieur B il ne veut plus, voilà, ne veut plus assumer ses engagements. Parce qu'il avait signé, par exemple, comme caution de monsieur A. Ça veut dire que si monsieur A n'arrive pas, monsieur B va payer. Mais au moment de honorer ses engagements, monsieur B peut décider de décliner l'engagement. En quoi faisant, il va s'appuyer sur certains points. Supposons si par exemple c'est quelqu'un qui ne sait pas lire, il peut dire que moi j'ai signé, mais on ne m'avait pas dit réellement que ça devait se passer comme ça. Vous voyez, dans la pratique, c'est ce que les banques et les microfinances subissent. Les avaliseurs, souvent, les cautions, souvent n'arrivent pas à honorer leurs engagements. Ce qui rend le recouvrement difficile, surtout auprès des cautions. Voilà. Donc c'est un peu ça, la caution. Donc, en ce qui concerne la caution, comme je l'ai dit, il faut reviser l'acte du fonds OADA portant sur les sûretés. Vous allez voir. Et dans le même énoncé, il est écrit, il est précisé que lorsque, par exemple, vous êtes face à une caution, c'est-à-dire lorsque vous appelez une caution pour venir signer, parce que ça se passe par l'acte, il y a un contrat de cautionnement, ça fait partie du contrat. Par exemple, lorsque lui, il vient pour prendre l'engagement de M. A, il y a un contrat. Ouais, ça permet de rassurer l'établissement de microfinance. Ça se fait par un acte. On appelle ça par exemple acte de cautionnement ou contrat de cautionnement. Ouais, c'est un document où monsieur B prend l'engagement de rembourser le crédit au cas où A n'arrive pas à rembourser, à honorer ses engagements. Ouais, c'est un document. Mais il peut arriver que lui, il ne sait pas lire. Alors l'acte uniforme OADA précise que lorsque la caution ne sait ni lire ni écrire, il doit obligatoirement se faire assister. Il doit être assisté par deux, trois personnes maximum doivent être là. Parce que le jour J, devant le tribunal, il peut dire, ah, monsieur le juge, moi, je n'ai jamais été à l'école, je ne sais ni lire ni écrire, donc c'est eux qui m'ont expliqué. Moi, je lui dis, bon, c'est pas grave, moi, je veux m'engager et voilà pourquoi moi aussi j'ai signé. Vous voyez, je vais trouver ces arguments pour essayer un peu de, voilà. Or, lorsqu'il y a des témoins qui seront mentionnés sur le contrat, et ça rend la contestation difficile. Vous voyez, le client, la caution
aura du mal à contester puisqu'il y a la présence des témoins. Vous voyez, à ce moment-là, ça sécurise l'établissement de microfinance devant le juge et voilà. Donc, on a fini avec caution mal constituée. En dehors de ça aussi, on a des garanties. Okay? On prend aussi des garanties. Voilà, les garanties aussi. Et irrégulier. Ça comme ça, irrégulier. Garantie. Garantie mal constituée. Oui, oui, exactement. OK? Bon, ici, je vais prendre par exemple parcelle. OK? Ce qu'on appelle par l'hypothèque. Ce que je suis à l'hypothèque parcelle. Voilà. Par exemple, la parcelle, c'est des garanties, hein, vous savez, en microfinance. Lorsque vous accordez, par exemple, un montant comme 2 millions, 1 million, c'est pour une microfinance, c'est une somme énorme. Et à ces montants-là, quand on arrive à ce montant-là, on demande des garanties pour sécuriser le crédit. Vous voyez? Bon, il peut arriver la constitution de la garantie que le client nous présente un document parcellaire, par exemple, qui ne porte pas son nom. Là, peut-être n'est pas encore le problème parce qu'il peut être, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela. Par exemple, je suis un papa, je suis papa, je suis parent, j'ai mon enfant, je peux acheter un terrain, je mets le nom de mon fils ou voilà, de mon fils. Mon fils est encore mature. Je décide de solliciter un crédit dans un établissement de microfinance. Je peux mettre sans garantie du moment où l'enfant est encore mineur. Hein, il est encore mineur, il n'a que 15 ans. Je peux prendre ce bien, mettre en garantie. Voyez? Mais il faut faire attention. Il peut aussi arriver qu'un client vient vous présente par exemple une parcelle familiale qui appartient à plusieurs personnes. Ah, là, ça devient sérieux. Le client vient vous présenter un document parcellaire parce que très souvent, en réalité, les documents parcellaires, c'est soit de l'attestation de vente, permis d'occuper. C'est rare, c'est très rare de voir les clients avec le titre foncier. C'est très rare. Ils ne sont pas nombreux en tout cas. Ce n'est pas un problème de culture aussi, de négligence. Les gens négligent toujours, ne savent pas vraiment l'importance du titre foncier. Donc, ils se permettent voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je disais, le client peut vous présenter un document qui ne porte pas son nom, mais qui appartient à plusieurs personnes. Et à ce moment-là, vous, en tant que professionnel de microfinance, de banque, vous prenez ce bien-là comme garantie, vous exposez la société à un risque. Pourquoi? Parce qu'en droit, un bien qui appartient à plusieurs personnes est appelé un bien en indivision ou un bien en individu. Vous voyez? Par exemple, papa décède, il laisse une parcelle. Papa est décédé, il a laissé une parcelle. La parcelle laissée là, constitue ce qu'on appelle un bien en indivision. Pourquoi c'est un bien en indivision? Parce que c'est un bien qui appartient maintenant à plusieurs personnes. Imaginons, on est 4 dans la famille. Papa est décédé, il a légué une parcelle. Mais dans la parcelle, normalement, on doit, chaque enfant ici présent a une partie. Chaque enfant ici a une partie. C'est ce qu'on appelle un bien en indivision. Et un seul enfant ne peut pas lui seul prendre ce bien-là, cette parcelle-là, aller mettre en garantie. Non. Si si lui prend sans tenir informé les autres, à ce moment-là, il commet un délit. Vous voyez, ça ne passe pas, ça expose l'institution à un risque de contestation parce que les autres peuvent aussi contester, peuvent dire nous on ne connaît pas cet engagement-là, nous on veut notre document parcellaire. Alors que la microfinance a déjà financé par les 2 milliards, il a conservé. Vous voyez, ça c'est au cas où la microfinance n'a pas approfondi l'analyse
de la garantie. Parce que l'analyse n'est pas que financière. C'est aussi au niveau des garanties, il faut analyser en profondeur la validité juridique de la garantie. Vous voyez, à ce moment-là, on s'expose parce que les autres peuvent contester. Même si celui était l'enfant chéri, même si celui qui était plus proche du papa, mais en droit, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas l'enfant chéri. Tous les enfants ont le même droit. Donc, si celui-là est client, il ne peut pas engager cette parcelle sans pourtant informer les autres. Et la société n'a pas le droit de prendre ce bien en garantie sans pourtant que les autres soient au courant. Les autres doivent aussi donner leurs accords parce que c'est une parcelle en indivision, une parcelle qui appartient à plusieurs personnes. Ça peut être aussi un bien ou autre chose, hein, voilà, qui appartient à plusieurs personnes. Si une microfinance se permet de prendre comme garantie une parcelle appartient à plusieurs personnes, à ce moment, il s'expose parce que les autres vont s'opposer. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'est une chose très important à savoir parce qu'il faut maîtriser le risque juridique. Voilà pourquoi dans les établissements de microfinance, il y a un service juridique et contentieux. Voilà. Donc, si vous êtes un professionnel, vous avez des difficultés, dirigez-vous vers le responsable juridique et contentieux. Son rôle, c'est de orienter, voilà, à éviter tous ces risques-là. Il va vous expliquer, c'est un professionnel qui maîtrise les droits au HADA, c'est un professionnel qui maîtrise ce qu'on appelle la succession familiale, tout ça. Parce que si vous ne maîtrisez pas ça, vous allez exposer la société. Okay? Mais d'autres facteurs aussi, c'est le recouvrement. Oui, lorsque par exemple, vous n'arrivez pas à rembourser, le fait qu'il avait laissé en garantie, par exemple, un bien meuble, par exemple, je peux dire par exemple la télévision en garantie. Vous voyez, vous êtes un agent, vous constatez que le client n'arrive pas à rembourser. Vous vous permettez vous-même d'aller saisir sans passer par les procédures juridiques. À ce moment-là, vous exposez aussi l'institution. Parce que le client peut dire non, vous n'avez pas le droit de venir saisir un bien, il peut porter plainte contre la structure. Alors que lui, dans le tort, le fait qu'on ait allé saisir sans procédure judiciaire, là, ça expose la société. Il faut toujours vous rapprocher du service juridique et contentieux. Dans chaque microfinance ou banque, il y a toujours un service juridique et contentieux pour prévenir ces risques-là. Parce que ce sont des risques, vous voyez, ces risques-là viennent créer ce qu'on appelle des risques juridiques. Oui. Vous voyez, lorsque une microfinance perd un procès en justice, ça crée ce qu'on appelle le risque de liquidité. Supposons un client avait, je prends un exemple, il y a des cas, par exemple, la microfinance accorde un crédit à un client et le client se rend compte que, par exemple, la société applique les taux cachés, ça existe, hein, taux cachés, donc il se sentant que la société l'a trompé, il peut se permettre d'aller se rendre au niveau de la justice et saisir un tribunal pour, voilà. Et la microfinance peut se présenter devant une juridiction pour défendre ses droits. Et on arrive là, exactement, c'était ça, la microfinance avait accordé ce qu'on appelle les intérêts cachés. À ce moment-là, la société peut perdre les fonds. Donc le risque juridique peut occasionner des risques de liquidité. Lorsqu'on perd un procès, on perd aussi des avantages. En tout cas, les banques déjà ne pratiquent même pas arriver au niveau des risques juridiques là, pour faire mettre en place des stratégies pour ne pas arriver à ce niveau-là, parce que ici déjà, au niveau des risques juridiques, ça prend le temps, ça dure, et c'est les dépenses. Vous voyez, lorsqu'une société décide par exemple de saisir le tribunal, il y a des procédures à respecter, il y a le temps, et il y a les liquidités, l'argent sort, chaque procédure, il faut, voilà, il faut dépenser. Donc les banques n'aiment pas arriver à ce niveau-là. Donc vous êtes un professionnel, évitez de commettre ces erreurs-là. Donc l'idéal à faire,
c'est toujours assurez-vous que vous avez déjà un service juridique et contentionnel. Dès le moment où vous savez que vous n'en avez pas, vous pouvez suivre ce genre de vidéos, ou quand vous rapprochez d'un cabinet, voilà, un avocat, un monsieur de justice, vous l'expliquez, appliquez, apprenez auprès des professionnels, ça va vous épargner. Okay? Voilà, vous pouvez prendre des séances de travail, aller auprès des juristes, poser un certain nombre de questions, ça va vous aider dans le cadre de votre travail. Ne faites pas comme bon semble, non. Il faut respecter les principes. Okay? Voilà, le risque juridique, c'est un risque très, très violent. Il faut éviter d'arriver à ce niveau-là. Risque juridique. Bon, voilà les 3 points des risques juridiques que nous avons euh, évoqués. Alors, donc, je vous donne rendez-vous pour très bientôt pour qu'on puisse terminer quelques, euh, quelques facteurs et nous allons entamer avec le risque de conformité. Alors, très cher abonné, j'étais honoré ce soir à vous présenter cette séance de formation. Soyez concentrés, surtout pas de distraction. Merci beaucoup, bien des choses à vous.